forgé a priori. Bientôt vos engagements vont devoir changer. Il ne s'agira plus de tenter d'infléchir le cours de l'histoire pour améliorer le sort des hommes, mais de sauver l'homme face à une histoire devenue folle. Je demande peu au monde, et encore moins à mes semblables. Mais je leur demande la paix. La paix est une chose raisonnable, qui ne peut s'élever que sur la raison. Elle ne peut vivre dans des contradictions, des mensonges et des faiblesses. Elle est timide et frêle, elle a besoin de confiance, et les politiciens lui font peur. Mettez-vous à sa place. Comment lutter pour la paix lorsque la déraison domine? La guerre qui s'annonce est absurde. Vous êtes pacifiste, une position inconfortable au milieu des bruits de bottes. Je me suis engagé le 3 septembre. Non parce que j'adhérais, mais parce que je ne voulais pas que ma maladie me servît de paravent dans cette histoire. Et aussi parce que je me sentais solidaire de tous les malheureux qui partaient sans trop savoir pourquoi. La commission de réforme qui m'a examiné m'a cependant jugé inapte et m'a maintenu exempté. Alger républicain s'est transformé en Soir républicain. Et le hasard a fait que je sois un des rares rédacteurs non mobilisés. On m'en a confié la rédaction en chef. J'en ai donc fait un journal à l'image de ce que je croyais vrai. C'est-à-dire que j'ai défendu la liberté de penser contre la censure et la guerre sans haine contre les excitations. Nous n'avons attendu personne pour condamner l'hitlérisme. Nous avons été les premiers à répudier un régime où la dignité humaine était comptée pour rien et où la liberté devenait une dérision. Nous croyons que ce conflit pouvait être évité et peut encore être arrêté à la satisfaction de tous. On ne peut demander à personne d'être juste au milieu de l'universelle démence. Mais du moins, on ne peut forcer personne à être injuste. Nous nous refusons à suivre les entraînements de la haine ou à aider par notre silence à pousser l'Europe et ses nations dans l'abîme. Il considère que l'humiliation de l'Allemagne après le traité de Versailles, après la guerre de 14-18, a été une véritable catastrophe et que du coup, personne aujourd'hui n'accepte cette responsabilité et tout le monde s'engage dans la guerre. Donc eux, il ne faut pas oublier que le père de Camus est mort pendant la guerre de 14 très tôt, le père de Piat est mort pendant la guerre de 14. Donc ils sont orphelins de père, morts au combat pendant la boucherie 14-18. Donc ça joue dans leur façon de penser. Et donc ils prennent des positions antimilitaristes, pacifistes, qui sont mais inadmissibles pour le pouvoir politique, pour les militaires d'Alger. Et là, censure. La censure. Pour la contourner, vous jouez avec les mots et maniez le deuxième degré. Le pacifiste devient conformiste et le journal paraît comme si de rien n'était. Nous autres, conformistes résolus et conscients, nous sommes décidés à approuver pleinement tout ce que dit et fait le gouvernement. Notre principe est le suivant. Il y a des élites, par définition supérieures en lucidité, mieux documentées, plus expertes à réaliser le bien nécessaire au peuple. Il serait donc stupide de vouloir les informer, les solliciter, les critiquer. Il n'y a qu'à s'en remettre totalement à elles. Puissance d'argent, puissance spirituelle, puissance de l'armement et de l'organisation disciplinée, nous révérons toutes les puissances établies. Nous leur obéirons, et contre les ennemis qu'ils nous auront désignés, nous combattrons, jusqu'à la mort. Rapidement, malgré vos efforts, les ventes du Soir républicain s'effondrent. Le journal ferme. Vous n'avez plus rien pour vivre. Vous décidez de partir à Paris. Pascal Piat vous y a précédé. Il vous fera entrer à Paris Soir, un journal que vous détestez. Vous y serez secrétaire de rédaction et n'y signerez aucun article. À peine arrivé qu'en juin 40, le journal déménage vers Lyon. C'est l'exode. Dans vos bagages, un trésor, le manuscrit de l'étranger. Désormais, vous êtes plongé au cœur de l'histoire.
Grâce à Pascal Piat, vous avez publié L'Étranger, un roman au style volontairement dépouillé et un essai sur l'absurde, le mythe de Sisyphe, amputé d'un chapitre sur Kafka. D'un seul coup, vous devenez la coqueluche de la jeunesse parisienne et occupez un poste de lecteur chez Gallimard. Mais vous n'oubliez pas l'engagement. Il est trop tard pour être pacifiste, alors bientôt dans certains cercles, on ne vous connaîtra que sous le nom de Bochart ou de Maté. Maté Albert, né à Choisy-le-Roi dans le département de la Seine. Novembre 43, Piat a contacté Camus et l'invite à une première réunion clandestine de la rédaction de Combat dans une loge de concierge de la rue de Lisbonne. On retrouve Jacqueline Bernard, qui est le pilier de la rédaction. On retrouve Piat, on retrouve Camus. Combat est un des principaux mouvements de résistance en France. Son journal clandestin tire régulièrement à des dizaines de milliers d'exemplaires. Mais fin 1943, la nasse se resserre. Des arrestations se multiplient. Le moral est au plus bas. Et c'est à ce moment-là que Jacqueline Bernard a amené Albert Camus. Alors, pour des gens comme nous qui étions assommés et sans réaction, arriver cet homme pour diriger Combat, diriger notre journal, ça a été une véritable bénédiction. Plus qu'une bénédiction même. Et je dois dire que le premier contact avec Camus a été tout de suite formidable. On avait des chambres de bonne dans lesquelles on était hébergés, et c'est tout. Faut pas imaginer que nous avions l'ombre d'un local où on vivait. Camus a pratiquement écrit et réfléchi à tout ce qu'il écrivait dans Combat jusqu'à la Libération dans notre appartement. Pas de prise de position personnelle dans la presse de la Résistance, évidemment, mais un style, celui du romancier qui vous permet d'impliquer le lecteur dans les drames de l'époque. Le 1er avril 44. 60 hommes sont amenés dans une pâture en face de la gare. Là, on les fusille. 26 autres hommes sont également fusillés à leur domicile. 86 hommes, comme vous qui lisez ce journal, ont passé devant les fusils allemands. 86 hommes qui pourraient remplir 3 ou 4 pièces comme celle où vous vous tenez. 86 visages hagards ou farouches, bouleversés par l'horreur ou par la haine. Et la tuerie a duré 3 heures. Un peu plus de 2 minutes pour chacun d'entre eux. 3 heures. Le temps que certains ont passé ce jour-là à dîner et à converser paisiblement avec des amis. Pendant 3 heures, minute après minute, sans un arrêt, sans une pause, dans un seul village de France, les détonations se sont succédées et les corps se sont tordus par terre. Voilà l'image qu'il faut garder devant les yeux pour que rien ne soit oublié. On était angoissés à chaque minute, à chaque seconde, et c'était une angoisse à l'intérieur. Et l'angoisse, c'était non seulement d'être arrêté, mais l'angoisse, c'était de se dire, si je suis arrêté, si je suis torturé, est-ce que je parlerai ? En juillet 44, le journal Combat est décimé. Jacqueline Bernard est déportée en Allemagne et l'imprimeur Bollier abattu par la milice. Ne reste que 2 rédacteurs, Marcel Paute et vous, Albert Camus. Comme toujours, c'est la résistance française qui dit les paroles où la France se reconnaît. Et puisque l'heure est aux appels, la résistance lance elle aussi un suprême appel au peuple de ce pays. Et elle lui dit qu'il n'y a plus à réfléchir, à peser ou à évaluer. La neutralité n'est plus possible. Le temps vient où les hommes de ce pays ne seront plus jugés sur leurs intentions, mais sur leurs actes. Et sur les actes que leurs paroles vont engager. Cela seul est juste.
Étrange atmosphère à Paris. Les Américains s'approchent et les Allemands sont encore là. Déjà, la presse clandestine s'installe rurée au mur dans les locaux désertés du Pariser Zeitung, le journal de l'occupant. Camus s'est installé avec Pascal Piat à un étage et avec 3 ou 4 camarades. Ils se sont enfermés, ils n'en ont plus bougé jusqu'à la vraie libération. Pendant ces